Et comme dans la session passée, nous sommes ici seulement des femmes. Nous parlons de modèles d'inclusion pour l'économie sociale et solidaire. Pendant toute cette matinée, nous avons entendu à quel point l'économie solidaire est indispensable pour être un bon mécanisme d'inclusion et, et comme on le dit à l'INAES, l'économie est pour tous. Et donc, nous sommes accompagnés par des personnes qui viennent d'un peu partout dans la région. Je vais les présenter et je voudrais vous dire que vous pouvez suivre cette transmission en direct dans la page gisef2021.org. Et si vous avez voulu envoyer un WhatsApp tout à l'heure ou rentrer sur Facebook, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas réussi à le faire. Ce n'est pas votre cellulaire. C'est une question au niveau mondial qu'il a fallu résoudre et vraiment, je demande un applaudissement pour la production qui a réussi à résoudre ce problème pour qu'on continue la transmission en direct. Merci à toute l'équipe de production. Merci. Et je voudrais vous dire que dans le web en bas, nous avons également un espace pour que vous nous disiez d'où vous venez, les questions, les commentaires. Comme dans les autres sessions, il y aura un espace pour les questions et des personnes qui sont ici et également des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter et autres, et à la page web gisef.org. Alors, peut-être que vous pourrez nous expliquer ce qui se passe avec l'économie sociale. C'est vrai, est-ce que c'est vraiment un outil d'inclusion? Et on voudrait parler de la manière dont il s'agit d'un outil d'inclusion. Je voudrais présenter tout d'abord Mercedes Carrizo, qui est membre du projet de Wow Homme Alfie d'Argentine. Merci beaucoup. Des salutations juste en Argentine. Valesca Sarmiento, membre des circuits solidaires de RIPES, un réseau intercontinental d'économie solidaire qui nous accompagne depuis le Guatemala. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée ici à gauche de Rocío Moreno Mendoza, secrétaire de développement social de l'État du Quintana Roo, qui nous accompagne depuis cette belle plage et cette terre où l'on fait tant de beaux projets sociaux, qui est le Quintana Roo. Et depuis la France, nous avons Alexandra Bernal, gérante de projet d'économie sociale et solidaire, du département social économique de Toulouse Métropole. Merci Alexandra de nous accompagner aujourd'hui. Et maintenant, on part en Italie, Barbara Franchini, qui est responsable de la gestion de projets de Eudice. Eudice est un institut européen sur les entreprises coopératives et sociales. Donc, je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant ces heures-ci pour qu'on parle toutes de ce thème merveilleux qui est l'économie sociale et solidaire. Et encore une fois, je voudrais vous dire que vous pouvez nous suivre dans les réseaux. Cet espace hybride est intéressant, mais tout le monde doit apprendre dans cette transition. Je vais tout d'abord céder la parole à Barbara Franchini d'Italie, qui va nous partager une petite introduction sur ce thème important des modèles d'inclusion depuis l'économie sociale et solidaire. Barbara, tu as la parole. Bonjour à tous, à tous et toutes, ou bon après-midi ou bonsoir, je ne sais pas où vous vous trouvez. D'abord, je voudrais féliciter la GISEF et l'INAES pour l'organisation de ce forum. C'est une grande émotion d'être ici avec vous. En plus, j'ai eu l'occasion de faire partie du comité organisateur du forum et j'ai pu me rendre compte que cet événement d'importance mondiale a été le résultat de l'optimisme, l'engagement et de beaucoup de personnes à des profils et avec des expériences différentes, mais qui ont un objectif commun, c'est de créer et promouvoir des stratégies pour une
économie plus écologique, plus juste et plus inclusive. Je pense qu'il faut applaudir tout particulièrement l'Institut national d'économie sociale et des autres institutions de la ville de Mexico qui ont travaillé sans arrêt pour pouvoir réaliser ce forum en format hybride avec un programme si riche et si inclusif. Moi, je travaille pour l'Institut européen de recherche sur les entreprises coopératives et sociales, l'IORICI, qui s'est fondé en 2008 et qui se trouve à Trento, dans le nord d'Italie. Eurice est fait de la recherche selon une approche multidisciplinaire dans le but d'approfondir la compréhension des différents modèles et organisations de l'économie sociale et solidaire et leur impact sur le développement économique social au niveau local, national et international. En plus des projets de recherche, nous réalisons des activités de formation et d'accompagnement pour les organisations du secteur et pour les institutions qui reconnaissent leurs valeurs et qui veulent soutenir leur développement. Le GISEF 2021 est l'occasion pour rappeler que, surtout dans cette époque de crise et d'instabilité, le développement de l'économie sociale et solidaire est une manière efficace de promouvoir la justice et l'inclusion sociale dans toutes les régions du monde. L'économie sociale et solidaire pourra faire un apport important pour la reconstruction du système économique et social touché par la pandémie en prêtant attention aux personnes les plus vulnérables, aux nécessités et aux ressources présentes dans les communautés locales. Et nous savons que cette reconstruction ne sera pas seulement une question de ressources disponibles, mais également de valeurs et de modèles, ainsi que d'outils utilisés et d'acteurs déployés. Les études réalisées à Eurice démontrent qu'un des avantages comparatifs des organisations de l'économie sociale et solidaire, c'est leur capacité à être présents dans les communautés, enracinés dans les communautés pour identifier les solutions pour les communautés locales et pour valoriser les ressources disponibles. Nous avons observé que la ville de Mexico a un programme très articulé pour le développement des entreprises sociales et solidaires. Par ailleurs, grâce à ces caractéristiques et à ces avantages comparatifs pour résoudre les problématiques économiques et sociales, dans le monde entier, on crée des outils pour développer l'économie sociale et solidaire. Ces cadres et ces stratégies sont fondés sur l'action partagée des gouvernements et des interlocuteurs de la société civile, tel que le démontre également la participation de professionnels de l'économie sociale et solidaire, des représentants des gouvernements au niveau local et national, des représentants des organisations internationales, ainsi que des chercheurs et des étudiants qui contribuent au développement de tout ceci. La richesse des différents modèles d'économie sociale et solidaire est extraordinaire. L'échange d'expériences et de modèles différents permet de créer des connaissances et d'activer des processus de fertilisation d'idées. Parce que s'il est vrai qu'il y a des modèles très divers dans différents contextes, il est vrai également que tout se fonde sur des valeurs partagées orientées à la construction du bien commun. Donc, j'espère que la session se passera de la meilleure manière possible et je serai attentive pour connaître les modèles d'économie sociale et solidaire pour l'inclusion sociale qui seront présentés depuis l'Argentine, le Guatemala, le Mexique et la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Une grande accolade qui ira jusqu'en Italie. Tu parlais de la construction collective
Et je vous invite à réfléchir pendant une minute à l'importance de tout ceci, l'importance de nous voir, d'être ensemble, de construire en collectivité. La pandémie nous a appris beaucoup de choses, elle a été difficile, mais elle nous a également enseigné l'importance de la consommation locale. Que faisons-nous? Parce qu'ensemble, on peut aller plus loin et nous sommes capables de tisser des réseaux. Et il y a cette merveilleuse idée d'être ici de manière présentielle et de voir ces yeux qui brillent. Nous pouvons également connecter tous les lieux du monde pour connaître les différentes expériences. Et c'est ce dont il s'agit dans ce panel, de créer un dialogue qui pourra nous enrichir et de comprendre ce qui se passe ailleurs, mais ce qui se passe au niveau local dans l'économie sociale. L'inclusion est un thème très important et dans ce forum, pour la première fois, on fait dans cette région en Amérique latine, au Mexique, pour la première fois, on se demande ce qu'il faut faire avec l'inclusion, comment est-ce que nous allons faire pour diminuer les grandes inégalités de la région. Et donc, je vais passer à une question essentielle dans cette première ronde. Nous allons avoir deux rondes de questions. Ensuite, nous allons passer à la session de questions et de réponses et nous invitons tout le monde à participer. Évidemment, nous allons parler du comment. Nous savons ce qu'il faut faire, mais comment le faire? Donc, la ronde 1, c'est comment est-ce que l'économie sociale et solidaire contribue aux sociétés plus inclusives. Et pour cela, je vais passer à une ronde. Nous avons nos panélistes aujourd'hui qui auront 6 minutes maximum Nos vamos hasta Argentina, así que Mercedes Carrizo. À répondre à toutes ces questions. Nous commençons par l'Argentine. Mercedes Carrizo, vous avez la parole pour nous partager votre expérience argentine sur ces communautés beaucoup plus inclusives. Mercedes, vous avez la parole. Bonjour à tous, toutes et tous. Je m'appelle Marcela Carrizo. Je fais partie du projet Comalpi, situé dans la ville de Santa Fe, dans la province de Santa Fe en Argentine. Et tout d'abord, avant de vous raconter comment contribue l'économie sociale à une économie plus inclusive, eh bien, je vais vous faire une petite contextualisation. À partir des années 70 en Argentine, il s'est produit un grand déplacement des groupes migrants autochtones depuis leur lieu d'origine vers les grandes villes. Les communautés qui résident dans les villes sont composées de migrants de la province de Chacua. Ils viennent de communautés très marginalisées, Castelló et Miraflores. Les premiers sont arrivés dans les années 80. Il y a eu à ce moment-là un processus de restructuration économique qui a eu un fort impact sur l'agriculture. Et ceci a obligé ces communautés originaires à migrer depuis leur province natale. En Argentine, depuis l'année 2010, le recensement national de la population a incorporé dans le questionnaire des questions spécifiques pour les peuples autochtones dans le cas de notre province à Santa Fe. Les résultats ont montré qu'il y a au total 48 000 personnes qui viennent des peuples autochtones dans la province, surtout pour les ethnies qui avaient 30% de représentativité dans la province, ce qui est la représentativité la plus grande des communautés originaires. Dans ce contexte, Comalpi est surgi que se encuentran en dos barrios diferentes del cordón La oeste. communauté de Santa Fe est divisée dans deux communautés de deux quartiers différents avec des populations très, très vulnérables, le quartier Las Lomas et le quartier de Santo Domingo. Et là, les deux communautés sont très reliées et il est impossible de penser à une action avec une seule communauté, c'est-à-dire que nous pensons toujours de manière conjointe. Ce que nous cherchons à faire, c'est de faire avancer un réseau de femmes artisanes. Notre réseau est constitué de plus que 80 femmes et grâce à cette organisation, les femmes s'autonomisent
Elle crée une communauté autogestionnée et c'est elle-même qui prend les décisions. La communauté est soutenue par ces femmes et c'est elle qui se consacre à la production de pièces artisanales tissées avec des fibres de palme. C'est une communauté de femmes où les femmes défendent leur identité culturelle et elles valorisent les savoirs ancestraux de leur famille. Elles s'autonomisent et elles promeuvent en même temps une production durable, en même temps qu'elles reçoivent une rémunération juste. Ce projet se fait dans le cadre des ODD où l'on cherche à réduire les inégalités, autonomiser les femmes et les enfants, assurer des productions justes et durables, prétend de promouvoir l'inclusion sociale et l'insertion compétitive à travers la mise en place de nouvelles pratiques tendant à consolider les processus productifs dans le cas de l'économie sociale et solidaire. On cherche à consolider la position des femmes travailleuses dans leur capacité de compétitivité, de transformation, etc. Le plan de travail se développe autour de processus socioproductifs de l'artisanat, où nous prenons les particularités et les réalités spécifiques de chacune des femmes. Le potentiel de ce projet se fonde sur la capacité à faire coïncider les pratiques économiques et culturelles différentes dans un même endroit, depuis la construction collective des connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. Bon, nous parlerons un peu de cette expérience et nous en ferons un résumé. Et c'est vrai que c'est important d'autonomiser les femmes. Et maintenant, nous partons au Guatemala avec Valesca Sarmiento qui fait partie de ce réseau RIPES d'Amérique latine et des Caraïbes qui parle justement des circuits économiques. Valesca, tu as beaucoup travaillé dans ce domaine. Parle-nous de ton expérience. Comment travailler les modèles d'inclusion? Merci. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager un petit peu l'expérience de travail que nous réalisons. Dans le contexte de travail, je vais parler un peu de ce que nous avons fait pour travailler dans les circuits solidaires. C'est une commission de RIPES qui le fait et nous sommes 8 pays dans cette commission. Nous avons travaillé en 2020 pour voir comment systématiser des expériences de circuits économiques au niveau latino-américain et comment voir des convergences et voir le travail que nous réalisons dans chaque pays. C'est pour cela que nous avons décidé de faire une systématisation. Dans le cas du Mexique, il y a REME, le réseau mexicain de commerce communautaire, le REMEC, et nous travaillons également avec la plateforme pour une économie solidaire au Guatemala. Là, nous travaillons des circuits solidaires, mais des circuits économiques solidaires. Et dans le cas d'Ador, on travaille sur la production agroécologique et les promoteurs agroécologiques. Nous formons les producteurs agroécologiques. Dans le Pérou, nous travaillons avec la table latino-américaine de commerce juste et là, nous travaillons sur des services de base tels que l'eau, l'électricité, la santé, le développement économique de la région. Au Chili, on travaille avec le réseau d'économie territoriale Waimapu et nous y travaillons sur le thème de la souveraineté alimentaire et l'alimentation saine. En Argentine, nous travaillons avec Waimapu et nous travaillons sur l'émergence habitationnelle. En Uruguay, nous travaillons avec la coordinatrice de l'économie solidaire de l'Uruguay et nous travaillons sur les entrepreneuriats collectifs et coopératives et nous travaillons fortement avec la région. Nous travaillons également avec le Forum brésilien d'économie solidaire et nous travaillons sur le thème des coopératives, des chaînes de valeur au niveau agroécologique. Voilà ce que nous travaillons dans ces circuits économiques. Nous sommes
des personnes de 8 pays. Nous systématisons ces expériences et les dimensions que nous systématisons dans les circuits économiques que nous avons réalisés l'année dernière dans les 8 pays. Eh bien, ce que nous avons voulu faire, c'est de toucher 4 thèmes qui sont importants pour nous. C'est l'économie sociale et solidaire. Tenemos de Et alguna manera pour les 8 pays qui participent dans ces circuits économiques, je peux dire qu'il existe en quelque sorte une liaison entre nous. Nous voulions avoir une contextualisation qui serait la même pour tous, pour que nous puissions tous avoir le même langage de ce que nous sommes en train de travailler en Amérique latine, parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons des contextes assez similaires. que logramos Les systématisations auxquelles nous sommes parvenus, que nous avons parvenu à identifier, c'est l'aspect culturel et environnemental, l'aspect des échanges des biens et des services, les politiques publiques et l'organisation que nous devons avoir dans les circuits économiques solidaires, le soutien technique que l'on doit avoir, les relations humaines et l'échange social que nous devons travailler dans les circuits économiques solidaires. Quelques-unes des caractéristiques que nous avons détectées et que nous avons dans tous les pays, et bon, ce que nous avons identifié, c'est que nous avons un horizon commun. Nous avons une volonté dans tous les circuits de nous connecter, de travailler en réseau. Et nous avons tous des principes solidaires que nous sommes en train d'adopter pour bien vivre, pour le bien-être, le thème de la durabilité de la vie, la durabilité économique, environnementale. C'est une action commune et collaborative. Nous voyons également que nous faisons avancer des flux environnementaux, des tissus sociaux pour une économie qui vise la durabilité de la vie. Nous croyons également que nous avons une proposition transformatrice puisque nous favorisons une déconnexion des marchés conventionnels et du capitalisme. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que nous avons des projets interculturels qui mettent en exergue les connaissances ancestrales qui ont tendance à se perdre. Nous essayons de reprendre tout cela. Los saberes e interaprendizajes con procesos polisimétricos altamente democráticos y participativos. Llegamos a algunas... Tout ceci dans des processus hautement démocratiques et participatifs. Nous sommes arrivés à quelques conclusions après la systématisation et nous croyons que quelques-unes des conclusions, c'est la consolidation des processus de travail depuis le local et que cela est très important parce que cela augmente l'inclusion des femmes. Le travail des circuits économiques systématisés nous a permis de comprendre que 90% des personnes qui participent dans ces circuits économiques solidaires sont des femmes et donc au local, nous pouvons inclure davantage les femmes depuis la partie productive, mais aussi dans la consommation. Donc, nous avons compris les processus économiques tengan una incidencia política dentro de los gobiernos locales y que eso ha sido dans les gouvernements locaux, tout ce travail a permis d'améliorer et d'inclure plus d'espaces d'économie solidaire dans nos territoires. Il y a une solidarité dans la diversité de territoires et de pratiques de tous les pays analysés. Nous avons une diversité territoriale, mais même si nous sommes dans de différents pays, nous avons énormément de coïncidences. Cette systématisation
nous a permis de faire une gestion pour reprendre tous les éléments et voir comment on pourra améliorer les procès sur lesquels nous travaillons sur nos territoires. La pertinence, les dynamiques, la diversité des territoires et les particularités culturelles des écosystèmes, une confluence pour préserver la vie avec les forces dominantes du capitalisme. Et nous sommes aux prises avec ces forces. En voici le résumé du travail qu'on gère en ce moment avec la Commission des subventions économiques dans les 8 pays maintenant avec la systématisation de 2020. Nous espérons pouvoir entamer des actions et des stratégies qui nous permettront d'améliorer et d'inclure plus de personnes dans ce processus sur lequel on travaille. Merci. Tout ce que vous nous dites lié à cette transformation très intéressant. Alors, poursuivons les expériences au niveau local. J'ai l'honneur d'avoir ici à gauche Madame la secrétaire au bien-être de l'État de Quintana Roo. Pour tous les pays qui nous suivent, Quintana Roo est une très belle région, mais il est important de constater qu'ils ont de grands projets sociaux et le travail que le ministère a déjà réalisé. Madame la secrétaire, parlez-nous de ces modèles d'inclusion. Merci Bérénice, un plaisir de vous dire bonjour et pour cette occasion de vous parler de la permaculture qui est la réponse exacte à la question posée. Comment contribuez-vous à l'économie sociale et solidaire, aux communautés inclusives? Bon, il faut avoir un contexte justement pour les personnes d'autres pays. Quintana Roo et l'État où se trouve Cancún et la Riviera Maya. Et je sais que chaque fois que je parle de Cancún, vous parlez, je crois vous croyez que je parle vacances, plage, soleil. Oui, c'est un paradis. Mais il y a un autre côté, l'autre face de la monnaie. Et il faut travailler là-dessus. C'est ce secteur, cette population qui a été exclue de tous les bénéfices dont jouit le tourisme. Et il y a des aspects très importants, surtout des actions pour les femmes dans les communautés rurales éloignées, où la possibilité d'entamer une activité économique s'avère compliquée où elles habitent. Il y a des établissements irréguliers qui se sont étendus à Playa del Carmen, Tulum, Cancún. Vu l'énorme migration qu'on a dans ces zones-là, 70% des personnes qui habitent dans ces établissements irréguliers proviennent d'autres États ou bien d'autres pays. Et ils n'ont aucun accès aux services. Et puisque ce sont des personnes qui doivent rester, s'ils sont à la maison, doivent se charger des enfants de personnes malades ou d'enfants handicapés. Elles n'ont pas la possibilité de se joindre à la vie active, même s'il y a des opportunités. C'est pour ça qu'on a créé le programme de permaculture. C'est un modèle intégré où nous prenons un jardin potager, et un petit jardin potager à l'arrière de la maison pour pouvoir faire partie de la vie de ces femmes, de leur famille et leur communauté. Alors, nous les aidons à mettre en place les procès de production organique dans ces jardins potagers à l'arrière de la maison et nous impartissons la formation, la conception du paysage, car une chose, c'est vivre dans la pauvreté, mais l'autre, vivre dans la saleté, dans les déchets. Alors,
Nous devons passer par des thèmes d'éducation culturelle, de santé, d'autonomisation et de culture, d'épargne, culture financière au niveau familier, personnel, communautaire. Et on termine par la génération de coopératives, entretisser le tissu social et générer des coopératives pour le commerce, la transformation et les coopératives d'épargne et de crédit. Et pourquoi? Parce que le programme se base sur les principes de l'économie sociale et solidaire. Tout premièrement, la démocratie. Ce n'est pas à nous de décider qui va participer. Nous, en tant que gouvernement, on ne fait pas ça. Nous avons mis en place un programme et on travaille aux moyens d'organisations productives, organisations de la société civile, même à travers des organisations religieuses. Et on travaille de la main avec eux. On va visiter les différentes communautés. Ce sont elles qui vont décider qui va participer au programme, qui en a le plus besoin et qui a les bonnes caractéristiques. Elles sont solidaires. Nous avons créé des réseaux de soutien. En plus de la pandémie, on a subi 2 ouragans. Toutes mes permacultrices, nous en avons 1000 dans cette région, ont quitté leur jardin potager. Plus de 90% de ces jardins potagers ont été endommagés. Et lesquels de ces jardins potagers n'avaient pas repris l'activité? Elles se sont toutes entraidées pour redresser les jardins potagers et les reprendre. Nous avons de bons composants au développement local. Les formations, c'est à elles de décider. On leur dit, bon, voici ce qu'on peut vous impartir. Ce n'est pas nous de décider. Même si c'est Quintana Roo, ce n'est pas la même chose de travailler dans la zone Maya ou le sud de l'État, dans la capitale ou les zones touristiques. Ce sont elles qui vont décider et elles ont cette autonomisation et la durabilité. Et elles ont une nouvelle relation avec la terre. À Quintana Roo, nous avons très peu de terre en tant que telle. C'est plutôt de la pierre calcaire. Vous grattez un peu, vous fouillez un peu et ce sont des rochers calcaires. Alors, tous ces éléments ont engendré une grande inclusion, travail communautaire et la génération de tissu social et des enchaînements productifs pour que la permaculture soit un excellent exercice de travail communautaire et de durabilité sociale. Merci, Madame la secrétaire. Merci beaucoup. Vous voyez, Quintana Roo n'est pas seulement Cancun, ou la plage, ou le soleil et les vacances. Il faut analyser tous ces projets si intéressants. Alors, on traverse la mer, on fait un bond jusqu'en France. Bonjour, Alexandra. Et je parle avec Alexandra à Berlin, qui se trouve en France. Elle est manager de projets voués à l'économie sociale et solidaire dans le département du développement économique de Toulouse Métropole, qui se trouve au sud de l'Hexagone. Alexandra, vous avez la parole et parlez-nous de vos actions à Toulouse. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation et pour tous vos témoignages. C'est très intéressant d'entendre ce qui est fait dans chacun de vos pays et dans vos initiatives. Moi, je vais vous parler en fait d'une démarche innovante qui a été initiée en France par un organisme qui s'appelle l'AVIS. C'est l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques. Je vous invite à regarder leur site internet, c'est avis.org. L'AVIS a créé en fait en 2010 un concept qui est assez innovant en France et qui s'appelle la fabrique à initiative. Aujourd'hui, on est 10 territoires en France, donc on est plusieurs départements ou régions à porter des fabriques à initiative. On est 13 en expérimentation. Et en fait, le principe de la fabrique à initiative, c'est de partir d'un besoin issu d'un territoire et de travailler en fait à l'élaboration d'une solution sous la forme d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc concrètement, comment ça marche? Les équipes de la fabrique à initiative
vont créer sur un territoire tout un réseau de partenaires qui vont être des associations, des habitants, des élus, des techniciens, voilà, toute typologie, des commerçants, des entreprises. Et en fait, tous ensemble, on va repérer les besoins qui ne sont pas couverts sur un quartier, dans une ville. Alors, des besoins sociaux, hein, ça couvre souvent l'alimentation, la mobilité, l'énergie, la précarité. Bon, c'est vraiment tout type de sujets, mais on parle vraiment de besoins sociaux et environnementaux. Et en fait, le principe, c'est que tous ensemble, à partir de ce besoin, on va essayer d'y apporter une réponse sous forme d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc concrètement, on va travailler tous ensemble à l'élaboration d'un modèle d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc pour vous donner un exemple concret, on a travaillé sur un quartier à Toulouse qui est assez pauvre parce qu'on a plus de 60% de personnes au chômage, des problématiques alimentaires assez fortes parce que les habitants n'ont pas accès à une alimentation saine, de qualité, biologique, en circuit court. Et en fait, les habitants du quartier sont venus nous voir en nous disant ben nous, on n'a pas accès à des produits de qualité, donc on ne sait pas comment faire, on ne peut pas traverser toute la ville pour accéder à ce type d'alimentation, c'est trop cher pour nous. Et en fait, on a regroupé quelques-uns de ces habitants. On a travaillé avec des agents de la municipalité, des élus, des commerçants du quartier. On s'est tous mis au même niveau et on a essayé de voir quelles étaient les problématiques et quel type de modèle d'entreprise permettrait d'y répondre. Et en fait, en 2018, ça a abouti à la création d'une association qui s'appelle VRAC. Ça veut dire vers un réseau d'achat responsable. Et en fait, le principe, c'est que c'est un groupement d'achat en vrac. Donc, il n'y a pas de déchets plastiques, etc. Le vrac nous permet du coup d'avoir beaucoup plus de quantité au niveau alimentation. Et on n'est que sur des produits alimentaires bio, locaux et en circuit court. Et le principe, c'est que l'association repose sur les bénévoles. Du coup, il n'y a pas le coût de la main-d'œuvre. On repose sur tout un système de lien social et de solidarité entre les habitants qui fait qu'en fait, ils vont réserver et prendre leur consommation par Internet. Et toutes les 3 semaines, il y a une livraison qui se passe dans le quartier et tous les habitants s'organisent en fait pour aller récupérer leur nourriture. Ça, c'est par exemple un exemple qui a été créé par la Fabrique à Initiative. Et là, dernièrement, pour donner un dernier exemple, on a créé à l'initiative de femmes, pareil, dans un quartier assez en difficulté de la ville de Toulouse, un projet associatif de femmes entrepreneurs dans la couture. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de femmes qui faisaient beaucoup de petits travaux manuels pour faire des retouches de vêtements, etc., mais de façon informelle. Et l'idée, c'était de rendre cette activité un peu plus visible et formelle, de leur permettre d'avoir un revenu et surtout de leur permettre de se regrouper et de proposer une activité économique tout en se regroupant au sein d'une association et en prenant plus de responsabilités. Et voilà, l'idée, c'était d'être dans l'empowerment aussi, dans le pouvoir d'agir de ces femmes qui sont sorties un peu de leurs habitations pour se regrouper et créer une structure de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour des exemples concrets dont je voulais vous parler. Donc, c'est la Fabrique à Initiative en France. Merci beaucoup, Alexandra. Gracias, muchas gracias. Y bueno, merci beaucoup, Alessandra. Bon, on l'a bien entendu. Il y a ici toute une série. J'ai beaucoup aimé cette idée de réseau de soutien. Nous l'avons bien vu ces 2 dernières années, quelque chose de très important. Et comme vous le savez tous et toutes, les ODD, les objectifs de développement durable, et que personne ne soit laissé pour compte. Et la grande question, le grand fil rouge, quand on parle de l'importance du bien commun, de travailler avec les migrants, travailler dans les jardins potagers urbains, bio, et cette image de l'économie sociale et solidaire qui a un pouvoir de transformation, un pouvoir transformateur
indéniable. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire chacun d'entre nous pour véritablement levez la main, s'il vous plaît, si l'un d'entre vous ou les participants sont d'accord ou en désaccord, ou vous êtes d'accord de parvenir à un monde plus équitable, plus juste. Êtes-vous en désaccord avec cela? Dans un monde où nous pouvons véritablement veiller à la santé de notre planète, prendre soin de notre planète. Alors, interroge-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire à partir des différents emplacements? On parle également de l'importance de travailler dans les différents secteurs, la main dans la main avec les différents secteurs et pouvoir travailler avec tout le monde. Et finalement, la grande question, le fil rouge de notre conversation, c'est une question pour vous, mais également pour les médias, pour le site web également. Quelles devraient être les actions concrètes ou les stratégies les plus spécifiques des personnes, des gouvernements au niveau national, local, les groupes, les sociétés, les pays, pour parvenir à un monde meilleur, la joie de vivre, pour avoir une planète beaucoup plus inclusive, et quelles actions doivent être traitées à partir du niveau local? Alors, de nouveau, cette question fait part des questions principales que nous allons poser. Alors, nous nous encourageons à répondre à ces questions. Alors, nous avons 3 minutes. Un cycle de 3 minutes. Comment bâtir un monde meilleur à partir de l'économie sociale et solidaire? Et je cède la parole à Mercedes Carrillo. Bon, nous pensons qu'on doit exercer des actions de commerce qui parient sur le travail digne et l'environnement, qu'on respecte l'égalité, la diversité culturelle et qu'on priorise la reproduction de la vie au-dessus des capitaux. Encourager les liens qui existent avec d'autres organisations sur les territoires et mettre à profit les apprentissages collectifs, créer des liens et profiter des résultats qu'on obtiendra de chaque projet. Mener les projets au niveau local comme un modèle d'inclusion est essentiel pour visibiliser le travail des femmes sur le territoire, que ce soit dans les foires, dans le contexte d'affaires, au niveau local, provincial, et promouvoir ces connaissances et ces expérimentations dans le cadre du projet qui pourraient être facilement transférées pour travailler avec d'autres groupes qui se caractériseraient par une faible insertion en matière de travail et les aider à s'en sortir du cercle vicieux de ne pas avoir de ressources et des conditions précaires pour générer des ressources. Par ailleurs, nous pouvons nous constituer comme un atout pour l'État, penser pour la formulation de politiques publiques avec une perspective intersectorielle. Alors, notre projet peut s'appliquer à d'autres projets socioproductifs comme n'importe quelle autre organisation qui voudra s'insérer avec une perspective d'égalité entre hommes et les femmes, entre hommes et femmes. Et nous avons eu quelques situations qui ont surgi, s'adapter aux initiatives socioproductives où la logique du marché ne prévaudra pas et nous allons renforcer les institutions suivant la logique de l'économie sociale et solidaire et en renforçant les réseaux avec d'autres institutions de par le territoire. En même temps, nous avons décelé quelques inconvénients débouchant de l'économie basée sur le marché qui exige des niveaux de production qui dépassent la possibilité de production de ces femmes et il y a une fragilité dans les processus de production car ils vont évoluer dans l'informalité également. Alors, nous avons besoin de pratiques en matière d'économie sociale et solidaire pour que ce cercle vicieux soit rompu et les femmes aient de meilleures conditions de travail et un meilleur accès à des conditions plus égalitaires. Merci beaucoup, Mercedes. Et Valeshka, vous avez la parole. Merci. J'ai plusieurs questions à soulever.
Finalement, on s'en est sorti de la systématisation qui serait idéale pour les actions clés et qu'il faudrait lancer à partir du niveau local. Évidemment, les actions communautaires sont importantes. Il y a une incidence dans les territoires et l'entrepreneuriat est également très important pour ne pas avoir d'individualisme. Et ceci est une situation qui ne cesse de se répéter dans l'économie solidaire. L'individualisme ne prime pas. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de gérer des actions collectives et de coopérativisme pour le bien de tous. Le bénéfice doit être partagé, diversifier l'économie dans les régions dans lesquelles on travaille et empêcher la croissance des inégalités, rendre les finances durables, travailler avec un mode de finance solidaire et que cela puisse porter les différents modèles d'entrepreneuriat. Et là, nous avons travaillé au Guatemala, nous avons entamé des actions de partenariat avec les universités, les gouvernements, les ministères. Et cela nous a bénéficié sans doute et nous a aidé à créer un réseau de connaissances, d'apprentissage, de stratégies en vue d'améliorer notre travail dans chaque région. Les partenariats sont importants dans chaque région où on travaille. La promotion du développement économique local, au niveau local, cela est important également. Il faut également donner une impulsion aux caractéristiques uniques de chaque localité pour renforcer l'économie locale et l'emploi et l'inclusion des femmes dans le travail, dans le cadre du travail que nous réalisons. Nous devons travailler en profondeur avec l'éducation pour promouvoir les valeurs en termes de réciprocité, justice sociale, solidarité et soutien mutuel. Et c'est le résumé que je vais présenter de cette systématisation des circuits économiques solidaires dans les 8 pays, systématiser des... Nous avons mis en place nos plans d'action. Monsieur le secrétaire, madame, vous avez la parole. Bon, je vais faire un résumé en 4 points. Écouter les connaissances locales, réfléchir et créer des politiques publiques. C'est ce que veut dire la participation sociale quand on définit les directives. Pour avoir une flexibilité des politiques différenciées, parce que nous ne sommes pas tous pareils, c'est pas vrai. Il y a la condition physique, les traits physiques, la situation économique et sociale. Cela est différent. Alors pourquoi créer des politiques pareilles pour des situations qui sont si différentes, si variées? Et maintenant, il faut intégrer, il faut attirer tous les secteurs gouvernementaux, sociaux, académiques. Tout le monde doit être inclus car c'est la seule manière de porter le développement en avant. Et j'ajoute également le renforcement des tissus sociaux. Si quelque chose a bien tourné, c'est très bien, mais si ça n'a pas bien tourné, alors bon, je fais un bond en arrière, je corrige la voie, mais je ne sais pas si ça se passe ainsi dans d'autres pays, mais au Mexique, ça arrive tout le temps. On commence à travailler et on a grand mal à tout reprendre quand on n'obtient pas les résultats espérés. Et dans cette logique de joindre les forces, d'unir nos forces, je voudrais parler du renforcement d'autres capacités, d'autres compétences qui soient durables, qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre, mais plutôt renforcer, autonomiser chacun des acteurs économiques et qui doivent être présents autour de la table. Merci, Madame la secrétaire. Et Alexandra, vous avez la parole de nouveau. Le micro est à vous. Oui, alors moi, je vais rester assez générale parce qu'il y a tellement à en dire que moi, je dirais ce qui nous rejoint tous quand même, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à sortir du seul ratio économique et regarder bien tous les coûts et les impacts sociaux et écologiques qu'on va générer à chaque fois qu'on crée
tout type d'activité, hein, pas que économique, mais vraiment tout type d'activité. Ce qu'il est important aussi pour les pouvoirs publics, quel que soit leur niveau, c'est de sortir de cette vision du très court terme et vraiment avoir une vision sur du long terme, parce que le temps des humains, le temps des hommes n'est pas le temps de la planète. 3, c'est sortir de l'expertise en laissant les habitants de côté quand on gouverne. C'est quand même très important de faire confiance à l'intelligence collective. Voilà. Et je dirais aussi éduquer et encourager la coopération plutôt que la compétition, apprendre des uns et des autres. Tout à l'heure, dans notre table ronde, une personne dans le public disait je ne comprends pas pourquoi, depuis qu'on est tout petit, on ne nous apprend pas à apprendre la langue des signes. Il a raison. Rien que ça nous permettrait aussi de mieux nous connaître, de ne pas créer des cloisonnements entre nous, apprendre les différences et savoir se parler, c'est quand même très important. Et enfin, je dirais, voilà, changer complètement de paradigme et encourager l'entrepreneuriat collectif, celui qui a du sens, quoi. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Muchísimas gracias, Alexandra. Y pues hago... Merci beaucoup, Alexandra. Alors, un résumé succinct avant de passer aux questions. Ah, c'est parfait. Alors, nous avons un nouveau participant d'Afrique qui avait des problèmes de connexion. Alors, c'est formidable de vous avoir parmi nous. Alors, bon, je vais poser les deux questions qui, on pourra les résumer en une seule question. La personne qui nous rejoint de Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas où se trouve la Côte d'Ivoire, bon, vous le retrouverez sur Google. Et je souhaite la bienvenue à Honoré Wachi, qui est enseignant, chercheur de l'Université Félix Hubert de Boigny. Bon, monsieur va mieux prononcer que moi, absolument. Et finalement, il a pu se connecter de la Côte d'Ivoire. Alors, parlez-nous de ces actions concrètes que vous portez pour parvenir à des modèles inclusifs à partir de l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole. Bien, merci. Je vais m'exprimer en français. Je voudrais, avant tout propos, m'excuser pour mon retard. J'ai eu un contretemps de temps, pensant que j'étais à 19h, alors que c'est à 18h GMT. Donc, le temps de faire la mise en place et malheureusement, je vous prends en cours. Je suis désolé pour ce contretemps. Bon, alors, je rentre de plein pied dans ce panel. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, alors, si j'ai la traduction, ça me permet de voir sous quelle langue je vais aborder ce que je dois dire. Donc, je ne sais pas si ça se fait de manière directe ou bien qu'est-ce que je peux avoir pour pouvoir vraiment entrer dans le panel. Oui, oui. Monsieur, vous avez l'interprétation simultanée, monsieur, alors vous pouvez y aller. Oui, est-ce qu'il y a la traduction pour que je puisse... Qu'est-ce que je dois intervenir sur un point particulier en tant que tel, ou c'est de faire ressortir les expériences en Côte d'Ivoire en termes de modèle d'inclusion pour l'économie sociale et solidaire. OK, alors, donc, si tel est le cas, alors je vais rapidement m'exprimer un peu sur ça. En fait, en Côte d'Ivoire, ce que nous avons, c'est que l'essor de l'économie sociale et solidaire, ces 20 dernières années, relance véritablement l'ancrage et le développement de l'économie collaborative et associative. Mais c'est une économie dans laquelle les modèles communautaires, participatifs, distribués transforment l'ensemble des activités économiques. Et ça, c'est ce que nous voyons tout le temps. Alors, de la production à la distribution des biens et des ressources, en passant par les services et styles de vie collaboratifs. Alors, cela concerne par exemple les covoiturages, le coworking, la colocation, l'habitat collectif, le travail collectif, le crowdfunding, la tontine, les prêts d'argent de pair à pair, etc. Donc, tout ceci est fondé sur ce qu'on appelle les initiatives individuelles et collectives. Alors, cette montée en puissance de l'économie sociale et solidaire ici en Côte d'Ivoire traduit véritablement l'échec, n'est-ce pas, de la société capitaliste. Et puis, avec son lot d'impasses que nous voyons, c'est-à-dire en termes
d'inégalité sociale accentuée par une minorité riche et une majorité qui est pauvre, surtout chez nous ici. Alors, à partir de ce moment-là, cette économie-là vient pour équilibrer les choses en tant que telles. Alors, donc, cette réaffirmation de cette économie, de cette alternative économique, appuyant sur l'innovation sociale, est une réponse pour nous émergente à la crise que nous traversons, aux inégalités sociales, parce qu'elle permet une inclusion sociale des personnes et à partir de ce moment-là, elles se sentent utiles dans cette société-là. Alors donc, sans trop monopoliser la parole, voici ma petite contribution et au fur et à mesure, s'il y a des échanges, je pourrai véritablement contribuer. Je vous remercie. Me ganó. Pensé que, bueno, pasaremos a la ronda. Normalmente. Passons nous allons passer aux conclusions, mais je tiens à prendre quelques questions du public ou les questions du site web des médias. Vous me les faites parvenir. J'ai deux mains qui sont deux mains levées. On a ici les micros. Merci. Merci, Louis Fer. Aidez-moi à circuler le micro. J'ai deux questions à l'arrière de la salle. Alors, si vous nous écoutez de toutes les régions du monde, nous allons nous pencher sur quelques questions dans ce musée si beau de José Luis Cuevas qui nous a ouvert ses portes. Merci. Allez-y avec votre question. Merci beaucoup. Bon. Quant à la question du panel, les modèles, à l'enseignement, l'éducation, la recherche, j'ai une question et j'ai un souci parce qu'on l'a ébauché en tant que recherche pour l'économie solidaire. On a parlé de la systématisation de l'économie solidaire, mais pas de la construction de la connaissance dans les structures mêmes de l'économie sociale et solidaire. Et dans l'âge de la connaissance, on doit prendre de l'expérience. Cette expérience deviendra un outil de travail, mais apprendre à partir de l'expérience comme une capacité collective, et ceci est faiblement développé. Economía solidaria y del conocimiento, que tiene la capacidad de construir el conocimiento y gestionarlo. Y la pregunta sería, ¿qué modelos conocen que estén avanzando en esta, que podamos aprender de ellos y seguir fomentándolo? Muchas gracias. Voy a tomar la pregunta que está aquí al final también. La question serait, quels sont les modèles que vous connaissez dont nous pourrions nous aussi apprendre? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais féliciter la secrétaire. Je connais son travail et c'est vraiment une grande inspiration. Par rapport au reste des pays, face à la pandémie, comment avez-vous fait face au manque de connectivité pour pouvoir créer des liaisons et travailler aussi bien au niveau local que mondial? Nous avons besoin de ces outils, mais ces capacités n'existent quasiment pas au monde rural. Qu'avez-vous fait pour inclure toutes ces populations qui n'ont pas d'Internet? Merci beaucoup. Nous avons ici une autre question. Merci beaucoup. Pardon, j'en prends trois. Après, on passe au rond des réponses et ensuite aux conclusions. Juste une question, c'est un commentaire parce que nous revenons à la même chose. On parle d'une économie solidaire et cela implique un problème légal. Ça implique le manque de respect des droits de toutes les personnes ici présentes. Alors, je crois que tant qu'on ne respectera pas les droits de la personne
Dans tous les pays, cette injustice sociale va continuer à exister et il ne va pas y avoir un monde juste pour les personnes. C'est la réalité. Nous ne pouvons pas dire que le monde va être transformé tant que les lois des personnes ne sont pas respectées véritablement. Merci beaucoup. Moi, je transformerai ça en question. Comment faire pour que les lois collaborent en faveur du respect des droits de la personne et pour qu'on ait un monde plus juste? Voilà donc nos trois questions. Donc, je vais commencer la ronde par Honoré Wanchi, le dernier arrivé de Côte d'Ivoire. Donc, Honoré, nous commençons par vous. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un commentaire d'1 minute à n'importe laquelle des questions? 1 minute, Honoré. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, cette question, surtout parlant de comment faire pour que les lois collaborent, je pense qu'en tout état des causes, dans un premier temps, ce qu'il importe de savoir, c'est que il faut savoir que l'économie sociale et solidaire repose sur le postulat de la connaissance, sinon le postulat de la croissance pour l'économie sociale et solidaire n'est pas l'objectif en tant que tel, mais c'est d'évaluer, n'est-ce pas, cette économie sociale et solidaire-là par rapport aux objectifs qu'une société recherche. Donc, si on est dans ce paradigme-là, ça nous aide nous-mêmes à pouvoir collaborer pour trouver véritablement les voies et moyens pour construire des lois plus justes, plus équitables. Parce que quand les lois viennent de là-haut, sans prendre en compte les besoins des populations à la base, alors à partir de ce moment-là, les lois se semblent déconnectées des réalités, des besoins des populations. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est à ce niveau. Il y a un grand hiatus entre les lois prises et les besoins des populations. Les lois ne sont pas calquées sur les besoins et les préoccupations des populations. À partir de ce moment-là, il y a ce déphasage-là. Et du coup, on sera toujours dans ce déséquilibre qui va continuer et perpétuer les inégalités sociales. Voilà, donc pour nous, en tout cas, il faut véritablement travailler à faire participer tout le corps social à l'élaboration des lois. Il ne faudrait pas seulement aussi rester au niveau des assemblées délibérantes, mais plutôt aller à une participation collective. Voilà un peu ce que je peux dire concernant cette question sur les lois qui doivent collaborer. Merci. Merci beaucoup. Nos vamos. Mercedes, adelante, por favor. Mercedes. Eh bien, autour de la question sur la pandémie et l'Internet, dans notre cas, la difficulté que nous avons eue avec la pandémie, c'est que les femmes artisanes qui travaillent dans notre projet travaillent avec une matière première qui vient de notre province. Alors, très souvent, avec la pandémie, les artisanes ne pouvaient pas réaliser leur travail et donc n'avaient pas de revenus qu'elles avaient normalement semaine après semaine, mois après mois. Alors, ce que nous avons dû faire, c'est demander de l'aide à l'État, frapper à beaucoup de portes pour que ces artisans ne perdent pas leurs revenus, leur capacité alimentaire. Et dans ce sens, la capacité Internet de ces femmes est inexistante. Moi, nous, ce qu'on a commencé à faire en tant que coordinatrice du projet, c'était de leur fournir notre soutien. Quand cela était possible, nous leur rendions visite, nous leur apportions les ressources dont elles avaient besoin et nous avons commencé à faire ça, à les aider avec les tâches ménagères, avec le soutien pour leurs enfants, pour l'école virtuelle. Ils ne pouvaient pas se connecter, donc on essaie de les aider au niveau quotidien pour qu'elles ne restent pas attrapées dans la déconnexion de la pandémie. Merci beaucoup, Mercedes. Valeshka, tu as la parole.
Dans le cas spécifique du Guatemala, pour répondre un petit peu à la question posée par notre collègue qui demandait qu'avez-vous fait avec la pandémie, eh bien, au Guatemala, on travaille avec une production agroécologique. Donc, la pandémie nous a été favorable parce que l'augmentation des marchés a été de 50% ou plus que ce qu'on avait avant. Pourquoi? Eh bien, parce que les collectifs se trouvent dans des lieux où les gens ont tout d'un coup voulu manger de manière plus saine. Donc, nous, ça nous a favorisé et ce que nous avons fait, c'est de soutenir ces collectifs pour créer des bases de données, des réseaux pouvant relier toute la production de manière première pour le produit final. Donc, nous avons profité de cet espace et le collectif a également des réseaux sociaux. Ils vont par WhatsApp, par Facebook et nous avons profité de cette partie-là. Et les producteurs ont une production agroécologique dans leur maison, dans des espaces tout petits. Mais par exemple, une productrice a 7 produits qui peuvent couvrir un panier alimentaire pour un consommateur. Alors, nous avons commencé à réaliser des campagnes pour que le consommateur consomme des produits sains, des produits faits par ce groupe de femmes. Donc, pour nous, la pandémie a été quelque chose de bon. On a créé des stratégies pour nous positionner dans certains espaces virtuels et présentiels, là où c'était possible. Merci beaucoup. Madame la secrétaire, s'il vous plaît. En ce qui concerne les modèles pour les connaissances, le modèle que nous avons implique des alliances avec différents secteurs, différentes institutions académiques et productives. Nous ne le faisons pas directement, nous n'avons pas les connaissances pour tout. Par exemple, nous avons une alliance avec l'Université du Catan. C'est eux qui forment les différents techniciens afin d'augmenter les savoirs locaux. Nous avons également un travail avec la Fédération des coopératives. Nous ne les laissons pas seuls. Nous leur donnons les outils pour qu'ils puissent avoir les connaissances et pour qu'ils enregistrent. Et pour que petit à petit, la connaissance collective se construise. Pour ce qui concerne le manque de connectivité, je pense que ça a été la seule chose qui nous a bénéficié dans la pandémie parce que les potagers sont dans les maisons. D'ailleurs, le potager a même permis de réduire le stress dans beaucoup de familles. Nous vivons à 87% du tourisme. Nous sommes passés de plusieurs centaines de vols journaliers à Cancun à moins de 20. L'impact a été terrible et les potagers ont même permis l'intégration familiale pour réduire le stress. On leur a dit, travaillez plutôt votre potager et vous pouvez même produire votre nourriture. Merci beaucoup, Madame la secrétaire Alexandra. Oui, moi, je reviendrai sur les conséquences de la crise. En fait, juste dire que nous, on a beaucoup d'associations locales et d'associations de l'économie sociale et solidaire qui se sont organisées. Heureusement qu'on a le tissu associatif et la société civile qui ont développé beaucoup de solidarité, qui ont fait beaucoup de porte-à-porte, qui sont venus voir les gens, qui sont venus avec des ordinateurs, qui les ont formés, qui leur ont expliqué comment il fallait qu'ils s'y prennent. On a par exemple une coopérative d'autopartage qui a mis à disposition ces véhicules pour les soignants, voilà, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Pareil pour un garage associatif. Tout ça, c'est des initiatives associatives ou coopératives. Beaucoup de distributions alimentaires qui se sont organisées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, on a lancé, les collectivités, les pouvoirs publics ont lancé beaucoup de plans de relance. Voilà, on appelle ça des plans de relance, que ce soit au niveau local ou national, avec des plans de lutte contre la précarité. Donc concrètement, beaucoup d'associations ont bénéficié de subventions publiques en plus. Mais en fait, du coup, la question qui se pose, c'est à partir de maintenant, parce que le problème, c'est que les inégalités ont augmenté, les exclusions aussi, mais là, il y a des conséquences sociales qui sont très graves. Tous ces plans de relance s'arrêtent.
les associations ont des bénéficiaires qui ont augmenté. Et là, vraiment, c'est la question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à partir de maintenant, parce que les aides ne sont plus là et la précarité est de plus en plus croissante. On le voit en ville et toutes les associations le disent, le nombre de sans domicile fixe a largement progressé. Donc, moi, c'est plus à partir d'aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui va se passer, quoi. Muchísimas gracias, Alexandra. Merci beaucoup, Alexandra. Et bon, nous nous sommes rendus compte, je pense, à travers de la connexion en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Ce dont on se rend compte, c'est que parfois, on penserait que dans des pays comme l'Europe, il n'y a pas d'inégalité, non? N'est-ce pas? Que tout le monde vit bien, qu'il y a beaucoup plus de justice sociale, peut-être. Et en fait, non. On entend que non, que tout cela serait également un modèle de pensée. Et moi, je vais faire un parcours très bref de quelques mots mentionnés par nos panélistes, par exemple, de Honoré Wanchi, de Côte d'Ivoire. Quand on a demandé quelles seraient les actions pour un modèle plus inclusif, et ils ont parlé tout d'abord de quelque chose de fondamental dans l'économie sociale, l'importance de penser à l'individu avant de penser au capital, être la personne au centre. Et puis, ils ont mentionné les savoirs locaux, la participation locale, la valorisation des autres savoirs, le travail avec tous les secteurs, le travail collaboratif, le développement social et local. L'importance, chaque fois qu'on décide un projet, de comprendre l'impact social et l'impact écologique que cela va avoir, d'avoir des politiques publiques plus flexibles et différenciées. La justice sociale, définitivement, c'est un thème que nous devons aborder dans chacune des actions. Et bien sûr, le fait d'avoir des politiques publiques transversales et intersectorielles sur l'économie sociale et solidaire. Nos intervenants ont également parlé de l'éducation. Comment commencer depuis qu'on est tout petit, comment comprendre les principes de l'économie sociale et solidaire. Et Alexandra disait par exemple, pourquoi est-ce qu'on nous apprend depuis tout petit cette idée de compétition? Pourquoi ne pas commencer toujours avec cette histoire, cette idée de collaboration? Et pourquoi ne pas laisser cette nécessité d'entrer en concurrence pour avoir du succès? Notre ami Honoré nous parlait de l'ancrage des économies collaboratives dans la partie sociale. Et moi, je pense que l'économie sociale et solidaire, eh bien, ce que fait ce forum, c'est de faire venir des différentes régions ce point de vue. Peu importe le territoire, la langue, l'accent, il y a toujours quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun a trait au principe de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ces principes qui nous incitent à continuer à avancer, à vouloir avancer dans chaque secteur. Qu'est-ce qui nous motive? La question, c'est ça. Qu'est-ce qui te motive, toi? Et pour fermer, bon, ce panel est parti très vite, mais moi, je voudrais... On me dit toujours que je fais rentrer dans la discussion quelque chose qui n'était pas prévu. Mais dans quelques entretiens, il y a une dynamique qu'on fait de temps en temps. Moi, je vous dis un mot et vous me dites un mot à laquelle vous pensez quand je dis ce mot-là. Quel est le mot que vous associez, par exemple, si je dis à Madame la secrétaire Mexique, qu'est-ce que vous me dites? Mexique, solidarité. Donc, je vais faire un parcours avec nos panélistes. Je vais dire un mot et vous allez me dire le premier mot qui vous vient à l'esprit. Et je commencerai avec Mercedes. Mercedes, le mot pour toi, c'est travail. Atténuation des inégalités. Merci. Valeshka. Durabilité. Égalité. Secrétaire, bien-être.
travail conjoint. Bárbara, Barbara, buen vivir. bien vivre. Responsabilité. Otra vez, Bárbara, no te escuchamos. Responsabilité. Me encanta. Ah, j'adore ça. Honorer. Economía. Économie. Économie, pour moi, c'est la viabilité et l'équité. La viabilidad. La viabilidad. ¿Qué? Viabilidad y viabilidad. equidad cuando dice economía. La viabilité. Perfecto. Y Alexandra, tu palabra es local. Parfait. Et Alexandra, ton mot, c'est local. Moi, je dirais pensée globale. Me encanta, de lo local a lo global. Y ahora sí nos vamos con la ronda de conclusiones por cada una, que tienen 3 minutos para... Maintenant, on va en conclusion pour quitter ce panel et pour nous laisser une trace de comment faire une économie où tout le monde aura sa place. Vous aurez 3 minutes. Je pars jusqu'en Argentine. Mercedes, tu as la parole. Conjunto y la Eh bien, je crois que c'est aprendizaje colectivo, essentiel. permitiendo participar a todos los actores involucrados para combatir un poco la segregación vertical. Las Ce qui est políticas essentiel, c'est le travail en tienen que ser de un enfoque le travail conjoint et le travail intersectionnel, c'est-à-dire que l'on puisse identifier, visibiliser toutes les activités des femmes des communautés originaires. Et la question du projet permet d'aborder de manière intégrale et simultanée les opportunités afin de concevoir des solutions réelles, multidimensionnaires dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. À partir des nécessités mentionnées, ce que nous proposons, c'est la mise en place de nouvelles pratiques pour consolider les processus productifs dans les femmes de la communauté et réduire les inégalités de genre quotidiennes. Les pratiques a una determinada ética que nous proposons, c'est des pratiques qui interpellent une éthique en sachant que l'économie est faite de personnes réelles avec des liens sociaux. Nous pensons que l'économie sociale implique des expériences où l'on donnera la priorité aux liens sociaux par-dessus l'accumulation du capital. Merci. Valeshka, 1 minute pour conclure. Eh bien, moi, en résumé, en conclusion, je dirais que c'est un travail que nous allons devoir continuer à faire pour continuer à inclure plus de gens pour qu'ils rentrent dans ce mouvement d'économie sociale et solidaire. Quelqu'un disait dans le panel précédent, quelqu'un disait, ceci est peut-être un rêve, les gens rient de ce que nous disons. Eh bien, mais si c'est un rêve, il faut continuer à le faire parce que c'est un changement auquel on veut parvenir au niveau mondial. Et si nous voulons, et si nous pensons que l'économie sociale et solidaire va vraiment créer un changement dans le monde, il faut continuer à se battre, même si cela représente plus de travail au niveau de l'éducation, de l'inclusion des femmes, etc. Eh bien, il faut le travail que nous avons devant nous est ardu et nous remercions ce forum, le GCF, l'espace de la GCF, qui est un forum où nous pouvons incider pour faire des changements au niveau mondial. Donc, nous allons continuer à travailler. Voilà une conclusion de notre part. Et il faut continuer de l'avant avec le travail que nous devons réaliser. Merci beaucoup, Valeshka. Me parece que Madame la secrétaire, merci. Les inégalités, l'exclusion avant la pandémie étaient déjà énormes. Avant la pandémie, c'était déjà énorme, mais ce que nous avons compris maintenant, c'est que si nous ne travaillions pas ensemble
pour un objectif commun, nous n'y arriverons pas. Voilà la leçon de la pandémie. Donc, l'économie sociale et solidaire est une option. C'est une option qui a montré, par exemple, avec la permaculture, que non seulement ça aide à l'économie, les réseaux qui se créent nous permettent même de réduire les niveaux de violence. Donc, je pense que l'économie sociale et solidaire est une voie réelle et ensemble, nous vaincrons. Honoré? Oui, Honoré merci. En Wanchi, fait, allez-y. oui, merci. Je voudrais également m'inscrire dans la même veine que mes prédécesseurs. En fait, en réalité, on se rend compte que l'économie sociale et solidaire naît ou s'inscrit dans un contexte de crise. Et on se rend compte que c'est quand il y a la crise, avec ce modèle dominant qui est le modèle capitaliste, cette économie sociale et solidaire-là vient comme le pavé dans la mare pour essayer de rendre plus juste, plus équitable les rapports et les relations entre les hommes. Et on se rend compte que véritablement, c'est des valeurs humaines que nous recherchons et pas le capital, parce qu'on s'est rendu compte que le capital a montré ses limites. Et ici, il y a des principes fondamentaux, comme par exemple pour l'économie sociale et solidaire, nous avons l'équité, nous avons l'égalité, nous avons la justice, nous avons la réciprocité, nous avons l'entraide, nous avons la solidarité. Voilà. Et c'est ce que l'économie sociale et solidaire nous demande de le faire. Alors, il est important pour les gouvernements locaux, avec les associations, les OBNL, de travailler ensemble, main dans la main, pour promouvoir cette économie sociale et solidaire, surtout dans nos pays du Sud, où ces économies-là ne sont pas véritablement accompagnées par les institutions. C'est l'occasion pour que les institutions accompagnent véritablement les initiatives individuelles et collectives pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions durables aux problèmes aux problèmes locaux que nous vivons, et partant de là, nous pouvons aussi trouver des problèmes globaux à nos solutions, à nos problèmes. Merci. Voilà ce que je pourrais dire concernant l'économie sociale et solidaire pour conclure. Merci beaucoup. Alexandra, allez-y, merci. Oui, donc moi je dirais qu'il faut avoir une vision systémique. On en a parlé tout à l'heure, mais moi je reprendrai l'image de la permaculture qui a beaucoup d'enseignements à nous donner. Il faut bien se rappeler qu'on fait partie intégrante d'un écosystème en fait, et que nos comportements, nos actes, notre posture ont toujours un impact. Je disais tout à l'heure, agir local, penser global. Je rajouterais agir individuellement, penser collectivement. Il faut toujours se poser la question de comment améliorer nos pratiques, parce que pour moi, le changement, il commence vraiment par soi. Et donc, je terminerai en reprenant un peu la phrase de Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince et qui dit bien, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Moi, c'est ça, je dirais, regardons ce qu'on a déjà dans le cœur avant de voir ce qu'on a face à nous. Me encanta con esto que acaba de decir Alexandra. Yo diría J'ai adoré ce que vient de dire Alexandra. Donc, on nous invite à penser que la pandémie, et comme le disait la pandémie nous a appris qu'il est important de collaborer en réseau. La pandémie nous a montré que nous vivons dans une même terre, nous foulons le même sol, et parfois nous l'oublions. Nous croyons que les actions individuelles sont les actions isolées, mais en fait, elles ont un impact sur le collectif. L'inclusion commence avec quelque chose d'aussi fondamental qu'un regard. Quel est notre regard vers ceux qui n'ont pas grand-chose? Comment est-ce que nous leur tendons la main? Comment est-ce que nous leur permettons de nous tendre la main? Quel est notre regard? Ça commence par là. Nous tous, toi, moi, tous ceux qui se trouvent partout, nous avons un grand pouvoir transformateur qui a trait au principe. Et ce pouvoir transformateur a trait au capital également, parce que le capital
est aujourd'hui un moyen de transaction. La question est comment nous allons utiliser maintenant ce capital? Comment est-ce que nous décidons de consommer? Comment est-ce que nous décidons d'agir? Et ce pouvoir quotidien que chacun de nous décide, puisque tous les jours nous décidons de consommer, c'est un pouvoir que nous avons, nous, chacun de nous. Penser à l'économie sociale et solidaire comme une philosophie du quotidien. Penser à l'environnement, c'est tous les jours. Penser à nos congénères, c'est tous les jours. Être inclusif, ce n'est pas uniquement une question de politique publique. C'est vrai, c'est une politique publique, mais ça commence à la maison, ça commence au local et ça peut arriver jusqu'au mondial. Nous devons penser à une économie où ensemble nous irons plus loin. Une économie où nous grandirons tous, une économie sociale pour tout et pour tous. Merci, merci l'Afrique, merci l'Europe, merci Mercedes Valeshka, Honoré, merci Madame la secrétaire de nous accompagner aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et vus. Merci à tous les participants. Ceci n'est pas encore fini. Je demanderai un grand applaudissement pour que cet applaudissement arrive partout dans le monde, partout sur cette planète Terre qui est la nôtre. Merci. Merci. Quels beaux applaudissements. Ça fait longtemps que je n'entendais pas de vrais applaudissements. Alexandra, qu'est-ce qui suit maintenant? Eh bien, ceci ne se termine pas. Nous allons faire une balade d'exploration du musée. Rappelez-vous que la visite du musée aura lieu aujourd'hui à 3h30 de l'après-midi. Et bien sûr, Luis Fernando, j'invite tout le monde à consulter tout le programme d'activités parce que aujourd'hui, physiquement, dans le musée, les activités sont finies, mais il y a d'autres activités que vous pourrez vivre de manière virtuelle à la page www.gisef.gob.me. Et comme Bérénice le disait, et comme nous remercions Madame la secrétaire, nous allons accueillir un groupe, un duet de musiciens qui va interpréter pour nous de la musique baroque, classique et moderne. Musique du monde. Ce groupe s'appelle Sirènes de la forêt et c'est un groupe qui fait des recherches pour faire connaître les cultures sonores des 5 continents. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L. somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México.
Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog. Además de
Gorriaco.